bien sûr Madame Sophie Durand-Veil, notre psychologue et amie de Besançon, qui nous parlera des effets psychologiques du Covid sur le personnel de santé, donc les personnels soignants. Donc je pense que c'est une question qui nous intéresse. Sophie, vous avez la parole. À vous, la parole. Merci beaucoup, merci. C'est toujours un vrai plaisir pour moi d'être en contact avec mes amis d'Algérie et de Chlef plus particulièrement. Alors, effectivement, je vais baser mon intervention sur les effets psychologiques de la Covid sur les soignants, sur les professionnels de santé. Alors, juste pour remettre effectivement dans le contexte, on fait face à une pandémie qui s'est répandue très rapidement sur la planète à partir de janvier 2020 et qui a eu des conséquences, donc des conséquences de confinement de populations entières à travers le monde, des hôpitaux évidemment qui sont débordés par l'arrivée massive et très rapide de malades qui vont présenter notamment des formes très graves, et puis une augmentation très importante de la mortalité dans les services, dans les institutions et à domicile. Et en fait, on va voir que finalement, il y a notamment, alors évidemment, ce ne sont pas les seuls, mais il y a deux impacts sur la santé mentale de l'être humain de manière générale. Il va y avoir l'impact psychologique du confinement sur la population et puis l'impact sur les professionnels de la santé. Et c'est sur ce deuxième point que j'ai basé mon intervention. Alors, face à la pandémie, les soignants, alors il y a eu différents types de professionnels. Il y a eu les professionnels qui ont dû se réorganiser. Et puis, il y a tous ceux qui, du coup, sont arrivés en première ligne. Et pour beaucoup, ils sont arrivés en première ligne. Et souvent, les images qui viennent, c'est qu'ils sont comparés à des combattants partant de guerre qui sont sur le front. Certains sont décédés et effectivement, c'était vraiment bouleversant d'avoir cette liste en introduction et ces professionnels qui sont décédés sont comparés effectivement à des gens qui sont morts au service, qui sont morts au combat. Alors, Éric Henry, qui est le président de l'association de soutien aux professionnels de santé, donnait l'image suivante. Il disait que c'était comme les militaires qui revenaient d'Afghanistan et qui revenaient avec des traits notamment de psychotraumatisme, et on va voir un petit peu ça un petit peu plus loin. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que les professionnels qui sont en première ligne vont être exposés à différents points. Alors, la première chose, c'est l'exposition aux patients qui ont des charges virales élevées, avec effectivement, du coup, l'exposition à des patients qui sont en situation rapidement grave, et puis exposés donc aux patients qui décèdent. La deuxième chose auquel les professionnels font face, c'est le risque de contamination pour eux-mêmes et pour les autres. On reviendra là-dessus. Ils font face à l'épuisement physique, puisque ça s'arrête pas, ça n'arrête pas. Les patients continuent à affluer, eux-mêmes éventuellement sont malades ou les proches sont malades et ils continuent à travailler. On fait face aussi à la réorganisation des espaces de travail, puisqu'il a fallu réorganiser complètement les systèmes de santé. Ils vont faire face aussi à des organisations rigides de travail, alors notamment des choses qui peuvent être contraignantes, alors quand on a du matériel, mais des contraintes très particulières en lien avec la peur de la contamination. En même temps, faire face à la pénurie de matériel. Alors, mon référentiel à moi est effectivement plus par rapport à ce qui se passe en France. Je ne sais pas très bien comment ça s'est passé pour vous en Algérie, mais ça a été, la pénurie de matériel au départ a été tout à fait manifeste. Et puis, on fait face aussi à l'augmentation parfois dramatiquement importante du nombre de décès, aussi bien par rapport aux patients, mais aussi par rapport aux collègues. Voilà, on l'a à nouveau vu dans l'introduction. Et puis parfois même par rapport à son propre entourage. Et on fait aussi face à des questions éthiques qui sont, si on n'a qu'un respirateur, à qui on va le consacrer. Et les professionnels se retrouvent donc à des questions éthiques. Est-ce qu'on va plutôt favoriser l'homme de 50 ans ou la femme de 26 ? Et ça, ce sont des questions qui sont des questions qui se posent en situation d'urgence et qui ont, comme toutes les autres, des conséquences sur la santé mentale des professionnels. Et on va se rendre compte que c'est
aussi le cumul et la répétition de toutes ces situations-là qui vont générer des conséquences difficiles sur la santé mentale des professionnels. Alors, on n'en est pas à la première épidémie. Il y a eu la grippe H1N1 en 2009, si je ne me trompe pas, et le SARS-CoV-1 en 2003. Et suite à ces épidémies, il y a eu des études qui ont été menées dans différentes parties du monde et ils ont identifié des facteurs qui favorisent l'émergence de troubles psychiques chez le professionnel. Alors, dans les différents facteurs favorisants, la toute première chose, c'est crainte d'être infecté et d'infecter les autres. Donc, la crainte d'être infecté pour soi-même, bien évidemment, puisque la peur de tomber malade, la peur de mourir, et puis la peur aussi d'être un vecteur et de transmettre. Et ils se sont rendus compte, notamment déjà à l'époque, que les parents, il y a beaucoup de professionnels soignants qui ont des enfants et parfois des enfants jeunes, dépendants. Il y avait une peur à la fois de contaminer l'enfant, mais aussi d'être malade, d'être hospitalisé, voire de mourir, et d'imaginer ces enfants sans parents. La deuxième inquiétude qui a été effectivement le deuxième facteur favorisant un impact fort sur le plan psychique, c'est la peur par négligence de mettre en danger les autres. Alors, mon conjoint est médecin au CHU à Besançon et il est responsable du service de soins palliatifs qui a été transformé en unité de soins palliatifs spécifiques Covid. Et il m'expliquait que quand les personnes de l'hygiène sont venues montrer aux soignants comment on s'habillait, ils expliquaient qu'il fallait impérativement que, par exemple, alors un exemple parmi d'autres, la charlotte doit être mise impeccablement sur les cheveux parce qu'une mèche de cheveux qui dépassait pouvait être contaminée et puis qu'on allait ramener ça à la maison. Et ils sentaient combien ça avait été anxiogène pour les soignants d'avoir très peur d'être négligent et du coup de mettre en danger par manque de vigilance. Le troisième point, ça va être l'épuisement physique et psychique et cognitif. C'est-à-dire vraiment, il y a l'épuisement physique, puisque je pense que vous êtes tous dans ce cas de figure d'avoir beaucoup été amenés à pas compter vos heures et à beaucoup travailler. L'impression d'être dépassé, c'est-à-dire je règle un problème, il y en a un autre qui arrive à toute vitesse, ou alors j'arrive pas à régler le problème. Le stress de devoir faire face à de nouvelles tâches de travail. Quatrième point, l'absence de soutien psychique et éventuellement de conseils par rapport à ce qu'on vit sur un plan personnel. Le cinquième point, c'est l'isolement social. Alors, l'isolement social des soignants peut arriver d'une part parce que, comme il y a une grosse charge de travail, le travail prend énormément de place, donc on a moins de contacts sociaux. Et puis, en plus de ça, il y a la crainte d'être un agent de contamination, donc on peut aussi limiter les relations qu'on a avec nos proches habituellement et avec nos amis. Un point aussi qui avait été difficile, c'était la stigmatisation du professionnel comme un vecteur de contamination. Alors nous, on a eu quelques épisodes en France qui n'étaient pas très très glorieux, où certains soignants ont eu des petites lettres dans leur boîte aux lettres pour leur expliquer que ce serait bien qu'ils aillent emménager ailleurs parce que la copropriété avait un petit peu peur de la contamination. Alors évidemment, quand c'est arrivé dans les médias, ça a été source d'un grand scandale. Voilà, et le directeur général de la santé en a même parlé dans une intervention en disant qu'il condamnait fermement ce genre d'agissement. Il va y avoir un autre point qui est l'augmentation éventuelle des conflits au travail. Quand on travaille très sous tension, on peut finir par être en difficulté, y compris dans les relations, parce qu'on met tellement d'énergie à son travail qu'on a moins d'énergie disponible pour avoir des relations pacifiées avec ses collègues. Et puis, bien évidemment, des fragilités psychologiques anciennes chez les professionnels soignants amenés était aussi un facteur favorisant pour des troubles psychiques ou une souffrance psychique chez le professionnel. Du coup, suite à ces études, on s'est rendu compte qu'il y avait des mesures qui avaient été mises en place pour aider les professionnels qui étaient en difficulté quand ils avaient fait face aux épidémies, mais finalement, peu de mesures préventives avaient été réellement mises en place pour éviter l'apparition de troubles psychiques lors de nouvelles épidémies. Alors, la Covid, c'est une pandémie qui est un petit peu particulière. Alors, il y a deux caractéristiques qui sont... La première, c'est vraiment un virus qui était très inconnu
Et il a fallu faire face au fur et à mesure qu'on apprenait. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu, on découvre, mais en même temps, à toute vitesse, il faut s'adapter. Alors, il y a déjà des caractéristiques épidémiologiques qui ont été longues à déterminer, puisqu'il y avait tous les syndromes respiratoires au départ, et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi tous les symptômes digestifs, et puis neurologiques aussi, la perte de l'odorat, du goût, etc. Donc, il y avait une variation dans la présentation clinique, des cas très bénins, des cas extrêmement graves, une contagiosité élevée quand bien même les personnes sont asymptomatiques. Pendant longtemps, on a débattu de la persistance du virus et sur des surfaces inertes. Voilà, il y a eu la rapidité de progression, des questions sur les durées d'incubation. Donc, les caractéristiques épidémiologiques, déjà rien que ça a été long à déterminer. C'est vraiment un virus qui est nouveau. Les signes cliniques, encore une fois, sont variables et en forme et en intensité. Le diagnostic se faisait surtout sur les signes cliniques, puisque les tests de dépistage qui ont commencé à émerger, on s'est rendu compte qu'il y avait, je crois que c'est 30% de faux, donc soit faux positifs, des faux négatifs. Donc les tests de dépistage deviennent de plus en plus fiables, mais ont mis du temps avant de l'être. On s'est rendu compte aussi que, alors que la situation parfois semblait s'améliorer, il y avait une aggravation brutale après 7 jours. Et puis, il y a un questionnement à l'heure actuelle sur la protection des anticorps. Quand on a déjà été malade, peut-on retomber malade ou est-ce qu'on est protégé? Et il y a du questionnement par rapport à cette question-là. Par ailleurs, il a fallu restructurer l'offre de soins, donc l'augmentation très rapide des places dans les services critiques. En France, en tout cas, ça a été manifeste. Des salles de réveil étaient transformées en salles de réanimation. Et puis, il a fallu complètement réorganiser, sur le plan humain ainsi que sur le plan matériel, la chaîne des soins, avec la suspension de toutes les activités qui étaient programmées, des structurations et des constructions d'unités spécifiques Covid, avec évidemment des spécificités pour la prise en charge, et une réaffectation des soignants à d'autres services, parfois des soignants qui étaient assez loin en fait de l'activité qu'on leur demandait et qui parfois même ont été bougés d'un service à l'autre. Donc, dans cette pandémie, on voit une situation qui est fortement anxiogène pour les professionnels de la santé. La première chose, c'est qu'ils doivent assimiler dans un temps très court une grande quantité d'informations et doivent acquérir des compétences techniques alors qu'ils sont en situation d'urgence. On sait bien que pour l'apprentissage, c'est beaucoup plus confortable d'avoir du temps pour pouvoir digérer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mettre en application, donc la rétroaction. Et là, il faut apprendre à toute vitesse, en même temps qu'on est face à des situations catastrophiques, et le temps est très court. Et les patients se succèdent. Il y a eu une inquiétude très importante liée au manque de moyens. Alors, le manque de moyens, c'est à la fois comment je prends en charge correctement, c'est la représentation que j'ai, c'est que je voudrais prendre en charge correctement, mais je n'ai pas les moyens. Et puis, les manques de moyens, ça a été aussi des manques de moyens pour se protéger soi-même. Les pénuries de masques, les pénuries de blouses, etc. L'environnement relationnel est aussi reconfiguré. Donc, quand on déplace des professionnels, qu'on reconfigure des équipes, on demande à des gens de travailler ensemble alors qu'ils n'ont jamais eu cette expérience-là. C'est une situation de stress classique. On change de service, on change de collègue, on apprend des choses nouvelles. Voilà, c'est un stresseur en général assez classique. Mais pour le coup, c'est cumulé avec tout le reste, ça devient un facteur de stress beaucoup plus important. Il y a eu un rééquilibrage qui était contraint entre la vie professionnelle et la vie personnelle, donc des questionnements pour les professionnels de santé, comment je rééquilibre finalement ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Alors, sachant qu'en plus, avec le confinement, les écoles étaient fermées, les crèches étaient fermées, etc. Et puis, l'absence de traitement spécifique et l'imprévisibilité du virus qui font que le professionnel a l'impression que les situations échappent. C'est-à-dire... déjà, on n'a pas de traitement curatif qui soit réellement efficace. Et puis, du coup, on prend en charge et puis les situations nous échappent. C'est-à-dire les patients meurent alors qu'ils se dégradent très rapidement, ils décompensent rapidement, ou alors on pensait qu'ils allaient décompenser, au final pas. Donc, il y a vraiment des situations qui semblent échapper. Et les situations qui semblent échapper,
on le verra, en fait, elles vont générer des conséquences sur les individus, notamment, il n'y a plus le sentiment de maîtrise. Je me sens plus compétente, j'ai l'impression de plus rien maîtriser, et je fais comme ça, mais voilà, j'ai l'impression de plus être compétent et de plus maîtriser. Donc, les conséquences sur les individus, c'est que déjà, il va y avoir des conflits de valeurs. Il y a des conflits de valeurs entre certains impératifs. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Parfois, il peut y avoir un conflit entre je souhaite me protéger, mais en même temps, je suis dans ma mission de soigner les autres. Donc, ça peut faire des conflits de valeurs entre deux impératifs. Alors, si je veux me protéger, en général, je ne vais pas à l'hôpital me mettre en contact avec le virus, mais en même temps, c'est mon travail, c'est ça que je dois faire. Donc, ça fait une tension intérieure. Il va y avoir aussi des confrontations à des tensions éthiques et on va devoir prendre des décisions insatisfaisantes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va choisir entre deux patients qui on va prendre en charge. Il n'y a pas la place pour tout le monde, donc il va falloir qu'on fasse un tri. Et là, ça va faire émerger des tensions intérieures, soit de la culpabilité, c'est-à-dire je m'accuse moi de ne pas être un bon professionnel, mais ça peut être aussi de la colère et de l'accusation. On n'a pas assez de moyens, l'hôpital n'est pas là, l'État ne nous donne pas les moyens, et en fait, les deux mettent dans un inconfort émotionnel important. On voit aussi des épuisements cognitifs. Je dois apprendre à toute vitesse en même temps que je fais face à des situations d'urgence et que j'ai pas beaucoup de temps. Et puis, comme je vous disais, l'altération du sentiment de maîtrise. Et puis, il va y avoir une charge émotionnelle qui va être bien plus importante parce que, bien évidemment, quand on est confronté à la mort de patients bien plus nombreux que d'habitude, le fait que les familles ne puissent pas être là, ça a été aussi beaucoup de culpabilité vis-à-vis des soignants puisque les familles ne pouvaient pas être auprès de leurs proches au moment du décès. La charge émotionnelle vis-à-vis des collègues qui tombent malades, qui meurent ou qui, dans leur entourage, ont des personnes qui meurent. Et puis, la charge émotionnelle vis-à-vis de son propre entourage, puisque bien évidemment, on peut être aussi touché à titre personnel par rapport à la maladie. Alors, je ne vais pas aller trop là-dessus parce que je vais prendre trop de temps, mais c'était simplement pour dire l'Agence européenne pour la sécurité, pardon, j'ai fait une faute, pour la sécurité et la santé au travail donne une liste de stresseurs professionnels et vous allez vous rendre compte que dans les stresseurs professionnels, on les a tous. On a tous les stresseurs professionnels dans la situation effectivement du Covid. Les effets psychologiques graves qu'on va voir, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le psychisme, globalement, il est plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qu'on appelle de résilience. On peut faire face à des situations difficiles et et se remettre et continuer à avancer. Et comme on a notre psychisme, il est comme notre corps, il a une forme de plasticité. Pour beaucoup, il va y avoir une réadaptation à la vie quotidienne, mais pour certains, il peut y avoir des effets psychologiques graves. Pour certains et pour assez nombreux, puisqu'il y a eu une étude dont je vous ai mis les coordonnées un peu plus loin, une étude sur les internes. Et en fait, ils reprenaient ils ont pris des échelles de dépression, d'anxiété et de stress post-traumatique, et ils se sont rendus compte que 50% des internes présentaient des troubles anxieux modérés à importants, 20% présentaient un syndrome dépressif réactionnel, et puis pas loin de 30% présentaient des troubles de stress post-traumatique modérés à importants. Alors, bien évidemment, les internes, à la base, ils ne sont pas à 0%. Mais si on regarde, par exemple, les troubles anxieux, en 2017, la même étude avait été faite et ils étaient 30% à présenter des troubles anxieux. Et là, on est quasiment à 50%. Donc, il y a vraiment un effet majeur de cette pandémie sur les internes. L'étude a été menée sur plus de 800 internes en France. Alors donc, on va voir des troubles anxieux, donc l'anxiété généralisée, des attaques de panique, des émergences de phobie. On va avoir des traits de syndrome dépressif réactionnel, des troubles de stress post-traumatique, donc avec les phénomènes d'intrusion, de reviviscence, des comportements d'évitement, l'hyperstimulation, l'hypervigilance, les troubles du sommeil, etc. Et puis, il va y avoir des tentatives de résolution. Donc, il y a des tentatives de résolution qui, malheureusement, vont passer par notamment les addictions. Donc ça, on a le professeur Moufoc vers qui on oriente. Mais il faut comprendre que les addictions, là, quand elles arrivent dans ce contexte-là, elles ont une fonction, en fait, d'anesthésiant. Les professionnels, ils essayent de faire avec. Donc, ils essayent d'anesthésier l'intensité émotionnelle. Et puis, malheureusement, on va voir aussi des passages à l'acte suicidaire. Et en France, on a eu 5 décès par suicide, notamment, je crois, une infirmière qui
pensait qu'elle avait contaminé son entourage. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces troubles, ils peuvent survenir, ils peuvent émerger pendant le temps de la crise, mais aussi à distance. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été montrées justement sur les 2 autres pandémies, où on s'est rendu compte que les troubles arrivaient 1 an après. Alors, on pourrait se dire, voilà, d'une part, vous savez, c'est comme quand on arrive en vacances et puis boum, on tombe malade. Quelquefois, on tient parce qu'on est dans le temps de la crise et que quand le calme revient, c'est là où le psychisme a de l'espace pour pouvoir décompenser. Voilà, donc c'est important de pouvoir identifier les professionnels les plus à risque, en tout cas pour pouvoir proposer du soutien. Je terminerai sur les stratégies de prévention en période de crise, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être important pour les professionnels. Alors déjà, la première chose, c'est de bien prendre en compte l'impact psychologique. C'est de reconnaître, de dire oui, vous, en tant que professionnel de la santé, il y a obligatoirement un impact psychologique. C'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous n'êtes pas adapté, c'est pas parce que vous n'êtes pas courageux, c'est parce que de toute façon, il va y avoir un impact psychologique quand on est soumis à ce type d'événements et qu'on est professionnel soignant et qu'on va au front, eh ben, on part du principe qu'il va y avoir un impact psychologique. Et donc, il y a une offre de soins psychiques qui va être proposée. Alors, en France, il y a eu pas mal de plateformes de psychologues solidaires, bénévoles qui faisaient des lignes téléphoniques. Alors, j'ai fait partie de plusieurs lignes et le constat qu'on a fait, c'était que finalement, les professionnels étaient rassurés pour beaucoup de savoir que ça existait, mais peu ont utilisé ces plateformes-là. Ce qui va être intéressant aussi, c'est... oui, parce que ce qui était important pour eux, ils disaient au moment de la crise, c'était le besoin que le fait qu'on puisse leur permettre d'avoir du repos, de manger correctement, de pouvoir avoir des conditions où sur le plan de l'hygiène de vie, ils puissent être un peu soutenus. Et puis, l'autre chose qu'ils disaient, c'est pas tellement de psy dont on a besoin, c'est de matériel, quoi. Donc, filez-nous des masques, filez-nous de quoi nous protéger, parce que c'est ça, en fait, qui va ne plus nous soutenir sur le plan psychologique. La deuxième chose qui a été importante, c'est quand il y a la solidarité entre les professionnels. Donc la solidarité, ça va être à la fois entre collègues, on s'écoute, on se soutient, on s'épaule, mais aussi soyons plusieurs quand il y a besoin de prendre des responsabilités difficiles. Quand on a besoin de choisir entre 2 patients lequel on va soigner, il ne faut pas être tout seul pour avoir ce type de décision. C'est bien quand il y a d'autres collègues qui disent attends, on va réfléchir ensemble et on va prendre cette responsabilité ensemble. La solidarité entre professionnels, c'est aussi quand on va avoir des internes qui vont travailler avec des seniors. C'est-à-dire on ne laisse pas les jeunes d'un côté et les plus expérimentés que l'autre, mais on essaye de faire en sorte de mélanger en fait les différents types d'expériences parce que ça va jouer aussi en termes de solidarité pour les plus jeunes. Et puis, il y a une dimension qui est aussi très importante, c'est le soutien de l'institution. C'est-à-dire, bon, parfois, ce qu'on peut voir, en France en tout cas, c'est assez manifeste, il peut y avoir des luttes, des fois, et des conflits entre les professionnels de terrain et les institutions. Et là, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que l'institution n'a plus été dans une démarche de pécuniaire, mais vraiment a été dans une démarche d'aide aux professionnels. Et donc, le soutien de l'institution dans la conception, la conséquence de la réorganisation. Oui, il faut qu'on se réorganise en urgence. Et ben, on va vous donner les moyens de vous réorganiser. On va réfléchir avec vous à la réorganisation. Donner les moyens et puis cautionner et légitimer la réorganisation. Il va y avoir aussi la nécessité et l'importance que l'institution permette aux professionnels soignants d'être protégés, donc aussi bien pour leur protection sanitaire, mais aussi en favorisant le fait que oui, les temps de repos, il faut pouvoir les respecter. Les temps de congé, il faut pouvoir les respecter, parce que sinon, on va les épuiser. Et puis, des consignes claires. On précise bien les rôles de chacun, et puis on structure des protocoles pour pouvoir se protéger. Un point aussi important, c'est la reconnaissance sociale. En France, tous les soirs, pendant tout le temps du confinement, à 20h, les gens étaient à leur fenêtre et applaudissaient. Et en fait, ils applaudissaient les professionnels soignants. Donc, dans les quartiers, on entendait applaudir. Il y a eu la patrouille de France qui est passée dernièrement au-dessus des hôpitaux du Grand Est pour remercier. Donc, il y a des choses qui sont très symboliques. Mais aussi, la reconnaissance sociale, il y a eu des citoyens. Alors, autant il y a eu des citoyens qui ont mis des petits mots dans les boîtes aux lettres, qui n'étaient pas très sympas. Mais autant il y a eu aussi des citoyens qui
les restaurants qui étaient fermés, donner des repas pour les soignants, apporter des paniers, etc. Et ça a été très précieux pour les soignants de sentir que quand la population était avec eux, quand les citoyens étaient avec eux, c'était très important. Et puis, la facilitation des conditions de travail au niveau logistique, on va faire en sorte d'avoir des mises à disposition d'appartements pour être le plus près possible du lieu de travail. On va favoriser le fait qu'on garde vos enfants, vous, les professionnels soignants. Les écoles étaient fermées, mais les enfants de professionnels soignants revenaient quand même à l'école. Donc, la facilitation des conditions de travail pour qu'il n'y ait pas en plus à réfléchir à d'autres choses. Et puis, dans l'après, il faut bien prendre conscience qu'on a des impacts qui sont parfois majeurs sur le plan psychique. Quand on a des troubles de stress post-traumatique, des effets dépressiogènes ou des passages à l'acte suicidaire, on voit bien que ce sont des impacts qui sont parfois majeurs. Ce sont des effets qui peuvent être différés dans le temps. On est sur des populations qui sont déjà fragilisées. En France, il y avait déjà, avant la Covid, il y avait des manifestations pour demander plus de moyens avec des professionnels qui étaient déjà fatigués, qui étaient déjà usés. Et puis, il y a une incertitude concernant l'évolution de la pandémie. Aujourd'hui, en France, c'est un peu plus calme, mais on voit des clusters qui sont en train de revenir. A priori, on ne reconfinera pas, mais voilà, on ne sait pas très bien. Et donc, finalement, il y a probablement une vraie réflexion à avoir. Déjà, une stratégie de dépistage et d'intervention pour les professionnels, non seulement de première ligne, mais aussi les autres professionnels, les libéraux, les institutions, les EHPAD et aussi les étudiants, qu'on oublie des fois. Qu'on définisse l'accompagnement nécessaire pour chacun en fonction des situations, c'est-à-dire vraiment prendre en compte la santé psychique des personnes qui ont été confrontées à ça, et puis réfléchir à une vraie stratégie de prévention de l'impact psychique des pandémies, parce que on voit que ça a été 2003, on voit que ça a été 2009, on voit que c'est 2020, et potentiellement, on va faire face de plus en plus à des situations comme celle-là, et du coup, comment réfléchir à une stratégie de prévention pour que sur le plan psychique, en tout cas, on puisse limiter au maximum les choses, les impacts majeurs qui peuvent être évités. Voilà. Je vous ai mis simplement 3 références si vous voulez aller regarder un peu plus près sur des choses assez courtes, des études, et voilà, qui permettent d'aller un petit peu plus loin si besoin. Voilà, je vous remercie.